Bonsoir à tous. J'ai donc le plaisir et le privilège de vous accueillir ce soir ici à l'auditorium en tant que directeur du département des objets d'art. Donc évidemment, je suis particulièrement heureux de ce cycle de conférences qui commence ce soir sur donc les matières de l'objet, de l'art à la nature et réciproquement, ou le dialogue du matériau et de la forme. C'est donc Philippe Malguir qui va vous en entretenir et commencer dans un instant ces 3 cycles de conférences. Vous avez d'ailleurs les dates, je suppose, dans le programme que vous avez pris ou que vous connaissez déjà. Pour tous les amateurs d'objets d'art, dont je pense que vous faites déjà en fait implicitement partie, les objets d'art sont un monde peut-être un peu mystérieux mais fascinant, avec des matières, des couleurs, des provenances, des interrogations aussi quelquefois, des chatoiements qui distinguent entre tout les objets d'art par rapport à bien d'autres supports artistiques. Je ne veux pas évidemment accaparer trop longuement la parole et je voudrais remercier véritablement très sincèrement Philippe d'avoir vous présenté donc ces 3 conférences successives et d'aborder chaque fois 3 points différents de l'aspect des objets d'art. Je voudrais aussi remercier l'auditorium, bien entendu, de nous accueillir, de vous accueillir ce soir. Et puis, je voudrais aussi vous remercier très chaleureusement de l'intérêt que, manifestement, nombreux vous éprouvez pour les objets d'art. Sans plus attendre, je lui laisse donc la parole. Merci. Merci, bonsoir, merci Yannick pour cette présentation. À chaque fois que nous devons expliquer ce que nous faisons, nous présenter, nous travaillons au département des objets d'art au musée du Louvre et on nous dit, bien sûr, puisque le Louvre, ça ne contient que des objets d'art. Alors il faut tout de suite expliquer qu'évidemment, ça n'inclut pas les esclaves de Michel-Ange, ni la Joconde, ni toutes sortes de choses infiniment prestigieuses et désirables qui sont abritées par ce bâtiment, mais en général, je dis, c'est tout ce qui n'est pas la peinture et la sculpture. Déjà, ça éclaircit un petit peu l'horizon. Et en fait, c'est un peu faux de dire ça, puisque ce n'est pas seulement ce qui n'est pas la peinture ni la sculpture, c'est plutôt tout ce que la peinture et la sculpture considèrent ne pas leur appartenir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sculptures et beaucoup de peintures dans les objets d'art aussi. Et finalement, on peut dire sans exagération que si la sculpture et la peinture ont été largement discutées dans leur nature par les théoriciens depuis le XVe siècle, qu'est-ce qui fait la sculpture, qu'est-ce qui fait la peinture, est-ce que c'est la 2 dimensions ou 3 dimensions, le fait qu'on ajoute ou qu'on enlève, enfin... Voilà, on a beaucoup réfléchi à la nature de ces 2 arts et à leur fonctionnement, c'est-à-dire la relation qu'ils entretiennent avec les gens qui les contemplent ou qui les regardent. Eh bien, pour cette terra incognita ou aux frontières mal définies des objets d'art, on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais pensés comme une catégorie en soi ou un regroupement de catégories qui pourrait permettre de réfléchir sur certains thèmes que peut-être la sculpture ou la peinture ne permettent pas d'aborder. Un de ces thèmes, justement, c'est la question de la matière, puisque la matière dans la peinture, eh bien, c'est quelque chose qu'on ignore à peu près complètement, sauf dans la description technique de l'objet, de savoir si c'est pas à la tempéra ou à l'huile, mais dans le fond, on n'a pas besoin de savoir ça pour comprendre l'objet peint, l'image qu'on a devant les yeux. Le cas de la sculpture est un peu plus complexe puisqu'effectivement, le fait qu'une œuvre soit en marbre ou en bronze, c'est-à-dire ou noire ou blanche, a une énorme incidence sur notre réception et sur ce qu'elle dit de la volonté de l'artiste. Mais cependant, cette information est d'une certaine manière un peu contingente et secondaire par rapport au sens, disons, et aux fonctions au pluriel de la sculpture. Donc, qu'est-ce que sont ces objets d'art? Comment peut-on réfléchir à leur sujet? Alors, nous sommes très attachés à ce terme objet d'art, même s'il paraît vague, et regrettons beaucoup qu'on lui substitue maintenant souvent le terme d'art décoratif, selon un processus un peu à la fois d'uniformisation sur l'usage anglo-saxon et d'un plus général aplatissement du savoir qu'on doit regretter.
Alors, qui dit art décoratif dit justement toutes sortes de choses implicitement, c'est-à-dire d'abord des choses qui relèvent des objets que l'on déplace et que l'on place à l'intérieur pour décorer. Décorer étant un mot qui d'ailleurs n'explique rien, c'est assez important de le souligner. Donc voici une vue du salon d'Abondant avec tout ce qui fonde les arts décoratifs, c'est-à-dire des meubles, des vases, des pendules, des feux, la peinture décorative dans les boiseries, donc ce qui pose la question finalement du rôle décoratif des autres arts. Est-ce que les autres arts ne sont pas aussi décoratifs? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui sépare nos arts décoratifs des autres arts avec une fonction décorative? Par exemple, pour prendre quelque chose de diamétralement opposé à mon propos, ces deux bouquets du même peintre, d'Auguste Renoir, l'un s'intitulant Bouquet dans une loge, donc qui est presque un tableau d'histoire, on dirait, au moins de petite histoire, puisqu'on imagine que c'est l'hommage d'un admirateur à une chanteuse ou à une actrice, donc on se raconte quelque chose. Et évidemment, le bouquet, celui-ci, n'a aucune fonction narrative, il existe pour faire joli, entre guillemets, c'est-à-dire pour décorer le mur sur lequel il est accroché. Donc, quel est le sens de ce mot décor qui est péjoratif dans le domaine de la peinture, puisque quand on parle de peinture décorative, c'est une peinture qui est en deçà des fonctions normales de la peinture. Alors curieusement, le décor intérieur, le décor a à voir avec le superflu, qui s'oppose évidemment à ce qui est utile, à ce qui est fonctionnel, donc ce qui est vertueux, le superflu étant évidemment du domaine du luxe. L'autre inflexion qu'on peut donner à cette idée, c'est évidemment orner inutilement, en quelque sorte, des objets dont on a besoin pour vivre. C'est le cas des sièges, d'une certaine manière, c'est le cas de la pendule, mais évidemment pas des deux vases dans lesquels on ne mettra probablement jamais quoi que ce soit. Ce terme de décor est tout de même une chose très intéressante qui touche même une réalité véritablement anthropologique, qui est celle du plaisir de regarder, du plaisir de voir, qui a été très mise en évidence par les neurosciences récemment. Et quelle est la fonction du décor conçu par Michel-Ange à la voûte de la chapelle Sixtine, eh bien, c'est une chose dont peut-être même les historiens de la peinture pourraient s'emparer quand on utilise ce mot décor, donc dans un sens qui serait disconnecté de toute fonction réelle, même d'ordre sémantique, par exemple. Alors, j'en donne un exemple plus concrètement dans le domaine qui nous occupe. Vous voyez deux objets strictement contemporains, réalisés dans le même matériau, peut-être pas dans le même atelier, mais peu importe. Une valve de miroir d'un côté et un diptyque de l'autre. L'un, le diptyque, est un objet de dévotion, donc qui s'apparente par sa forme à la fois à la peinture et à la sculpture, et donc qui porte des images qui se trouvent sont sculptées en ivoire. Donc la fonction de cet objet, c'est évidemment d'offrir une image qu'on utilise à des fins de dévotion. En revanche, la valve du miroir, c'est l'arrière du miroir. C'est une chose qui ne sert à rien dans l'usage du miroir, qui n'est pas du tout nécessaire. Et on dira d'ailleurs, le diptyque figure la nativité, etc. Et le miroir est décoré de la prise du château d'Amour. Mais il ne s'agit pas d'un décor qui ne dit rien, c'est un décor qui sémantise complètement l'objet, qui lui donne un sens qu'il n'avait pas, c'est-à-dire de mettre en relation le miroir avec l'idée de la conquête amoureuse, de la séduction, de la résistance, etc. C'est lui donner tout un faisceau de sens qu'il n'a pas sans ce décor. Donc, vous voyez que la relation entre la fonction, les fonctions au sens du Corbusier, en quelque sorte, utile pour la survie ou l'usage minimum de l'objet et son décor sont extrêmement flous dès qu'on considère les choses dans une périodicité plus grande. Alors,
tout cela un peu en guise d'exergue, cette question du rapport du sens à la fonction, ces arts décoratifs, donc un peu inutiles. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils affectent très souvent la forme d'objets fonctionnels, alors qu'il est à peu près évident qu'on ne va jamais manger dans une assiette. Il est même difficile d'imaginer quoi que ce soit posé dans le champ de cette assiette qui n'est pas fait pour manger, même si elle pouvait être présentée sur une table et être discutée. Et on voit bien que la peinture, la majolique rivalise avec la peinture savante, délibérément, mais on n'a pas choisi de le faire sur des plaques plates qui imiteraient la peinture, on a choisi de le faire comme dans une assiette qui rappelle que c'est une assiette. Et pour bien... j'ai choisi cet exemple parce qu'au revers, il y a une inscription qui dit Giuseppe fugge il scellerato affetto. Joseph fuit cette passion scélérate, enfin cette passion coupable. Donc, non seulement on a mis une image dans cette assiette, mais une image dont on entend qu'elle soit comprise, puisqu'on a même mis un titre comme on l'aurait fait pour un tableau. Et si on retourne l'assiette, on sait exactement ce qu'on a montré dans cette assiette. Donc, quel est le sens du décor, de la relation du décor à la fonction dans un objet de ce type? On peut aussi s'interroger. Et encore une fois, en comparant avec une assiette produite dans le même centre à la même date, qui est uniquement décorée de grotesques, est-ce que cette assiette a moins de sens ou a un autre sens que notre paresse ou notre négligence ne cherche pas à établir? Ce sont, je crois, des questions auxquelles nous devrions penser peut-être plus souvent. Alors, si l'on renonce à cette... ce terme un peu fallacieux d'art décoratif, même si on comprend ce qu'on veut dire, on tombe dans les arts appliqués, ce qui n'est pas beaucoup mieux, puisque, en quelque sorte, la peinture et la sculpture sont des arts majeurs, des arts en soi, et les arts appliqués, eh bien, c'est comme le produit dérivé d'une chose noble qui est déclinée pour des raisons ou fonctionnelles ou commerciales, ou les deux. Et si l'idée s'incarne, l'idée du créateur, l'idée platonicienne s'incarne directement dans la peinture ou la sculpture, en faisant presque fi de la réalisation technique, eh bien, dans les arts appliqués, au contraire, laborieusement, on doit diluer un peu la pensée de l'artiste dans les contingences de la fabrication et de la reproduction mécanique des objets qui ne sont plus des œuvres, mais des objets. Alors, un exemple, c'est d'un pendule de Michel-Ange dans nos collections, d'après Feucher, donc un bronze qui est un modèle de bronze déjà conçu pour être reproduit, mais qui est édité sous forme de pendule, ce qui, évidemment, du point de vue de la sculpture, présente une forme de déclassement. Je cite... Par exemple, c'est ce qu'en dit Mallarmé, donc, un peu plus tard que la date de cette pendule, et qui dit, à propos de ces reproductions, n'ont-ils pas une belle pendule ou un bronze artistique en zinc représentant Jeanne d'Arc, ou Monsieur de Buffon en manchette et la plume au doigt, ou la géographie avec son globe et son casque, car toutes ces beautés-là viennent de France et donnent aux peuples étrangers une haute idée de l'art parisien. Et cet âge d'or des arts appliqués, qui a été le XIXe siècle, finalement, se clôt avec le célèbre essai de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, où la reproduction est clairement montrée comme un appauvrissement de cette idée de l'unique. Alors, les gens du XXe siècle ont été plus malins que nous le sommes, puisqu'ils ont inventé, pour échapper à cette dévaluation, le concept du design. Donc, dans le design, on évacue l'idée de la fabrication et on ne voit que le dessin, au sens premier du terme, le dessin EIN, la pensée du créateur qui l'a conçu. Et finalement, que cette chaise de Rietveld soit un des originaux ou fabriqué en 1973, eh bien, dans les musées de design, on la montre de la même manière. C'est-à-dire qu'on montre une pensée, un dessin, et non plus un objet
matériel. Et c'est assez intéressant de voir quelle relation nous-mêmes nous pouvons entretenir avec ce concept assez intéressant du design. Donc, dans ces objets d'art, eh bien, il y a l'art, mais on l'a vu, c'est une question qui reste complexe, mais il y a surtout objet. Et qui dit objet, dit chose, dit une chose qui n'est pas tout à fait une image, alors que finalement, la sculpture et la peinture nous offrent des images, qu'elles soient bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Et une des manières d'approcher ces choses, et c'est ce que je vous propose dans ces 3 séances, c'est moins à travers les techniques, qui auraient pu être une manière d'entrer dans les objets d'art, mais à travers les matériaux. Et je voudrais prendre pour exergue ce mot de Gaston Bachelard qui a dit « la matière, c'est l'inconscient de l'œuvre ». Et je trouve cette formule admirable, puisque l'inconscient, c'est ce qui, au moment où ça affleure, révèle des choses cachées, des choses que nous ne nous révélons pas à nous-mêmes. Et ce sont tous ces objets qui sont un peu comme des lapsus, en quelque sorte, qui nous révèlent des choses sur la manière dont fonctionne et notre regard et ces objets que nous regardons. Car évidemment, cette question du regard, du plaisir de la vision, c'est une chose que l'homme exerce sur son environnement, quel qu'il soit. Non seulement il exerce, mais il aime chercher des formes, d'autres formes, à l'intérieur des objets qui se présentent à ses yeux. D'ailleurs, dans une relation entre science et art qui est extrêmement étroite et dont les frontières sont assez floues. Vous voyez que dans l'extraordinaire carte de Cassini faite à l'Observatoire de Paris, donc dans une ambition extrêmement rationnelle, au moment de la fondation de l'Observatoire, cette carte qui était la plus précise de toutes les cartes faites en Europe à ce moment-là, eh bien Cassini a introduit cette tête de femme qui est là, qui correspond à ce relief, vous voyez ici, qui s'appelle le promontoire des Héraclides et qui est une chose qu'on observe sur pendant quelques heures pratiquement dans certaines périodes dans certaines phases de la Lune où ce relief, à cause des ombres, prend l'aspect un peu d'une tête de femme, vous voyez, avec des cheveux. Et c'est ce qu'il a choisi de montrer dans cette carte et qu'il a choisi de montrer comme une image. Donc c'est ce qu'on appelle les paréidolies, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on reconnaît comme étant des formes qui ont un sens dans des formes qui n'ont pas de sens. Eh bien, là, le processus devient tout à fait conscient, même dans une carte scientifique. Alors un autre exemple célèbre de ce que nous faisons et de ce que les peintres ont choisi de nous montrer, un détail du tableau de Mantegna où l'on voit dans les nuages donc apparaître ces visages, et on peut déjà d'emblée que ce que reconnaît l'homme en premier lieu, c'est évidemment lui-même. C'est-à-dire de voir même dans une prise électrique un petit visage, parce que ce sont les formes les plus essentielles que notre œil reconnaît immédiatement. Ces formes qui s'offrent à l'œil le font de plus ou moins volontairement. Donc il y a, évidemment, on peut rêver devant les nuages ou devant la Lune, mais en quelque sorte, on les fabrique à partir d'objets naturels. Par exemple, en tranchant la pierre, eh bien, on obtient des dessins, comme on dit, des dessins, je prends à dessein le mot dessin, qui composent d'une manière merveilleuse et presque miraculeuse de petits paysages. Vous connaissez tous ces paesines de la Toscane, donc ces calcaires très très fins qui ont ces inclusions qui provoquent ces différentes couleurs. Et je vous montre ici un exemple d'un ouvrage qui va un peu nous accompagner pendant ces 3 séances, qui est d'Ulysse Aldovrandi, un traité sur les pierres de 1648, je crois, qui montre un exemple de ce qu'on obtient
en sciant une pierre et on voit apparaître une espèce de moine ou de Vierge à l'enfant avec des anges ou quelque chose, mais où évidemment il faut soi-même collaborer avec l'objet pour que l'image apparaisse. Et ça, c'est une des choses qui va être un de nos fils, c'est-à-dire de voir ce caractère volontaire de cette apparition de l'image qui ne s'impose pas, mais qui est une image que l'homme va chercher et véritablement inventée par l'œil. C'est le regard avide de signes qui crée l'objet. Et c'est le fait que l'œil soit informé, c'est-à-dire qu'il ait déjà ces formes dans l'œil, qu'il les reconnaît à l'extérieur de lui. Dans donc ces sujets d'émerveillement, il y avait toutes ces pierres qui contenaient des croix. Alors, c'est extraordinaire, puisqu'on cassait une pierre et on voyait que Dieu, depuis la création du monde, avait intégré ce signe mystérieux qui indiquait le moyen qu'il enverrait de la rédemption des hommes, bien des milliers d'années après avoir créé ces pierres. Et même quelquefois, on a même reconnu plus que des pierres, puisqu'on a même reconnu certains des instruments de la Passion, vous voyez le fléau ou l'épée. Alors, même si Aldobrandi reproduit ces pierres en disant que ce sont des superstitions sans fondement, c'est tout de même assez intéressant ce que ça nous dit de cette manière d'exercer notre faculté de regarder, puisque le regard a véritablement ce rôle sémantisant, c'est le regard qui donne du sens à quelque chose qui n'en avait pas nécessairement. Par exemple, si on a appelé le fruit de la passion, vous le savez, c'est à cause de la forme de la fleur, qui évoque donc la couronne d'épines avec les 3 clous et les 5 plaies, représentées par ces parties du pistil de la fleur. Mais il est évident que si l'œil ne connaît pas des images de ce type qui composent ce qu'on appelle les arma Christi, donc qui sont à la fois les armes au sens héraldique du terme, donc de composer de manière emblématique ces différents éléments des clous de la couronne et des plaies, eh bien évidemment, on ne peut pas reconnaître cette image dans la fleur. Donc il y a cette image savante, cette image artistique qui préexiste et qui informe en quelque sorte le regard. Alors, en voilà un exemple que je trouve absolument extraordinaire. C'est un baiser de paix qui est conservé à Florence et qui montre, je vous montre un tableau de même sujet qui est plus explicite, qui montre donc l'empereur Auguste au pied de la Sibylle de Tibur, donc Tibur c'est Tivoli, et à l'endroit où se trouve l'église de l'Aracelli aujourd'hui à Rome, donc c'est une tradition évidemment du haut Moyen-Âge, l'empereur Auguste aurait eu dans les écrits sibyllins une prophétie qui disait qu'une vierge allait enfanter d'un fils, donc une annonce du christianisme auprès des païens, ce qui évidemment était très important pour la culture de la Renaissance en particulier. Et vous voyez que donc dans le tableau d'Antoine Caron, on voit la Sibylle montrant la Vierge dans le ciel qui apparaît à l'empereur qui s'agenouille, mais ici, dans cet objet donc, qui est une plaque de pierre tachetée, l'empereur s'agenouille devant une espèce de forme informe, j'allais dire, qui n'est intelligible seulement parce que l'artiste a introduit cette espèce de cerne métallique qui manifeste une chose qui, évidemment, ne se manifeste pas sans qu'on ait ajouté ce cerne. Et effectivement, on peut reconnaître ici un petit visage, et vous voyez comme un moignon d'enfant ou quelque chose qui ressemble donc à une vierge à l'enfant. Mais imaginons que ce cadre ait été dissocié de cette plaque et remonté dans l'autre sens, et bien évidemment l'image disparaît complètement et on serait même bien normal de comprendre ce qu'on a voulu faire. Donc comment l'artiste qui a conçu cet objet a même identifié ces deux tâches comme pouvant être reconnues par nous, puisque nous le faisons comme étant la Vierge à l'enfant, c'est exactement le propos de notre séance aujourd'hui, de cette image qui apparaît et disparaît, et de ce signe qui n'est pas préexistant à la lecture, mais qui est créé par la lecture elle-même.
Alors, cette capacité de vous reconnaître des formes vivantes ou artistiques dans les productions de la nature a été vue comme fondatrice par les hommes de la Renaissance, qui, Léonard, Alberti, parlent de ces taches dans les murs, des nuages, des bouts d'arbres qui auraient donné l'idée de la sculpture. Donc, à la fois que tout l'art préexiste dans la nature, c'est ce qu'ils nous disent, mais ce qu'ils ne nous disent pas, mais que nous comprenons, c'est que cet art n'existe dans la nature que si l'homme décide, évidemment, qu'il s'agit d'art et de formes qui ont un sens. Donc, vous voyez qu'on trouve deux éléments. Le stimulus, la stimulation que représentent ces formes aléatoires de la nature, et l'imagination de l'homme qui reçoit ces formes et leur donne un sens et décide même de produire de nouveaux sens à partir de cela. Ce besoin de nommer et de penser à partir d'images est si profond que même pour des objets où cette question de la reconnaissance de la forme ne devrait pas se poser, eh bien, nous l'utilisons. Par exemple, dans la description des ornements des tapis, qui sont des ornements absolument infinis, aussi infinis que l'imagination de celui qui tisse, eh bien, on invente des mots qui décrivent des réalités qui sont tout à fait étrangères à la conception de ces tapis. Par exemple, ceux-là sont toujours décrits comme à cornes de bélier parce que nous avons besoin de nous ancrer dans ces images préexistantes issues du monde qui nous entoure. Dans ces objets intermédiaires, il y a cette catégorie assez curieuse de ce qu'on appelle les gamae, qui est un mot qui a survécu en anglais dans un sens très limité, mais malgré tout qui a disparu du français. Un gamae, c'est tout ce que je vous ai montré, c'est une pierre ou un objet qui présente une ressemblance fortuite avec une forme naturelle ou artistique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que gamae, c'est le même mot que kamé, kamailleux. Tous ces mots viennent de ce mot gamae, c'est-à-dire d'un seul et même concept de quelque chose qui est là et qui ressemble à quelque chose d'autre. Ces deux kamé de Masnago, vous voyez, on peut se demander comment l'artiste a imaginé ce qu'il allait montrer dans ces pierres. Et si c'est par la nature des taches de ces pierres qu'il a imaginé ces deux compositions. Par exemple, cette pierre très très bleutée avec cette scène du déluge et de l'arche de Noé, ou au contraire cette agate avec toutes sortes de petites taches comme dans une agate moussue, vous voyez, qui fait cette espèce de nuée de la lune qui veille sur le sommeil d'Endymion. Donc comment de la poésie de ces formes aléatoires de la pierre, le lapidaire a inventé non seulement a tiré une histoire et inventé une composition. Alors voilà un exemple de ces textes à propos de ces gamae, puisque le fait que dans une pierre apparaissent des formes doit avoir un sens, c'est-à-dire que ces pierres doivent être investies ou d'un sens ou d'un pouvoir. Alors voilà, je vous lis ces quelques mots de ce traité publié à Paris au XVIIe siècle. Ceux qui assurent que les figures des constellations sont fort utiles disent encore, pour soutenir leur opinion, que l'on a remarqué ceci en quelques pierres où l'on trouve des images gravées naturellement qu'ils appellent des gamae et le vulgaire des camailleux. Qui s'en est trouvé qui avait la figure d'un scorpion, lesquels étant portés gardaient de la piqûre de cet animal, etc. Donc, vous comprenez le principe, il y a un message dans la pierre, et si on sait se servir de la pierre, eh bien, on va agir magiquement sur ce qui nous arrive. C'est évidemment ce que condamne l'auteur très éclairé de cet ouvrage. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de penser que ces pierres avec des signes à l'intérieur, qu'on a vu tout à l'heure, le camé, qui est une sorte d'objet intermédiaire, puisqu'il est fait à partir d'une pierre qui a des couches de différentes couleurs, donc qui recèle en quelque sorte potentiellement des images, et le camailleux, qui imite
en quelque sorte l'effet de cette pierre taillée, eh bien, sont un seul et même mot. Donc, je vous montre juste 2 exemples. Le grand camée de France, qui est le plus grand camée antique qui nous soit parvenu de la Bibliothèque nationale, et un exemple de peinture en camailleux en émail, dans lequel nous n'entendons plus le mot camée, mais qui, jusqu'au XVIe siècle, était très clair, puisque le même mot est utilisé constamment, camailleux pour la peinture monochrome, disons, et camailleux pour les camées de pierre. Donc le sens même de ce, et c'est aussi l'importance des mots, comme vous le verrez dans ces présentations, le sens de ces camailleux est émoussé en quelque sorte pour nous, parce qu'on n'entend plus évidemment camé et la référence à la pierre et à ses formes qui préexistent en quelque sorte à l'action de l'homme. L'apparition de ces formes dans la pierre, la possibilité que la pierre nous raconte des choses, évidemment, tient toujours du prodige. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer cette petite peinture sur pierre, qui est un sujet très intéressant, mais que je n'aborderai pas davantage, puisqu'il s'agit du passage de la mer Rouge, donc de cette mer déjà qui a cette couleur particulière, et c'est comme si cette espèce de changement de couleur à l'intérieur de la pierre avait inspiré au peintre de montrer cet épisode miraculeux sur une pierre qui est effectivement en plus avec cette couleur rouge et qui produit cet effet tout à fait effrayant que n'aurait pas une peinture réalisée sur un autre matériau. Cette idée d'ailleurs que les pierres contenaient des formes toutes faites, toutes prêtes, est très ancienne, puisque il y avait un célèbre camée de l'Antiquité qui est toujours donné en exemple, qui est une agate qui appartenait à Pyrrhus et qui aurait montré Apollon et les 9 muses parfaitement reconnaissables naturellement dans une pierre. C'est rapporté par Pline et par d'autres qui d'ailleurs doutent que ce fût possible et qu'un artiste ne soit pas intervenu. Cette question du rapport de la matière, non seulement à l'aspect, donc à cet inconscient, à ces évocations souterraines qui évoquent leur texture, leur couleur, leur forme, leur tâche, etc., doit être appariée à la question des mots avec lesquels on les désigne, qui reflètent d'ailleurs souvent, presque uniquement, cette relation empirique et irrationnelle. Donc les mots sont une espèce d'irruption, un effort de rationalisation pour dire des choses qui ne le sont pas nécessairement. Et justement, 2 exemples parmi les objets les plus célèbres du département, la patène de Charles de Chauve et le vase, l'aigle de Sugère, l'un en serpentine, et toutes ces pierres vertes mouchetées s'appellent serpentines parce qu'elles sont vertes et qu'elles ont des mouchetures comme un serpent. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus magique ou plus symbolique comme manière de désigner le matériau. Et le porphyre tenant son nom, comme vous le savez, de la pourpre, donc de la couleur de cette teinture associée au sénateur, puis à la personne de l'empereur à la fin de l'Antiquité, et évidemment à l'idée de l'empire et de la royauté plus largement. Et vous voyez que dans la patène de Charles de Chauve, eh bien, cet aspect plus ondé de la serpentine a sûrement inspiré le lapidaire qui a conçu cette patène pour y voir comme des flots un peu transparents dans lesquels nagent des poissons. Donc, une espèce de dialogue entre la création de l'artiste et cette pierre donnée par la nature qui est, je crois, assez évident. Je voudrais citer ici 3 lignes d'un roman, d'un texte d'Alejo Carpenter qui s'appelle Los Pasos Perdidos et qui dit ceci, qui me semble tout à fait au cœur de notre sujet. J'en viens à me demander parfois si les formes supérieures de l'émotion esthétique ne consisteraient pas simplement dans une compréhension suprême du créé. Un jour, les hommes découvriront un alphabet dans le cerne des Calcédoines, et l'on saura avec crainte que chaque escargot tacheté est, depuis toujours, un poème. Alors, parlons un peu de ces pierres, de ces Calcédoines.
Alors, le nom des pierres, c'est un espèce d'immense fouillis dans lequel les gens qui s'occupent de minéralogie essayent de mettre un certain ordre, mais c'est absolument impossible, puisqu'évidemment, tout existe. On ne peut pas se baser que sur la composition chimique qui peut être identique pour des pierres qui ont des aspects complètement différents. Donc, c'est une espèce de mélange d'habitudes, d'oukases qui décident qu'on ne doit plus dire de telle manière, etc., qui ont introduit une confusion encore plus grande. Presque toutes les pierres de couleur que je vais vous montrer aujourd'hui et peut-être un peu la prochaine fois, ce sont des silicates, donc c'est pas très poétique, qui sont des quartz, de manière plus familière peut-être, ou avec des gros cristaux, comme l'émeraude par exemple, ou pas du tout comme l'émeraude, comme l'améthyste, pardon, ou avec une structure microcristalline comme les calcédoines. Donc toutes les choses qui ont des tout petits cristaux, ce sont des calcédoines. Même si, pour nous, la calcédoine, c'est une variété d'agate particulière qui tire son nom de cette ville de Calcédoine où a eu lieu un célèbre concile en 451 et qui a donné son nom à cette pierre. Agate, d'ailleurs, c'est un nom qui a le même genre d'origine, puisque donc une agate, ce serait une calcédoine avec des zones, donc avec des plans de différentes couleurs. Et Pline nous dit que ça vient du nom d'un fleuve en Sicile où on trouvait ce genre de pierre, l'Acates, donc le nom dériverait, comme pour Calcédoine, du lieu où on en aurait trouvé. Par contre, la cornaline, donc, qui est une calcédoine, mais entièrement jaune-orangé, que vous connaissez peut-être moins sous cette forme d'objet que sous la forme de petites bagues, d'intailles, etc. Son nom fait référence à la corne qui a cette couleur un peu transparente quand elle est vivante, en tout cas qui peut avoir cette couleur orangée. Et c'est amusant ce nom de corne, parce que qui renvoie donc à une chose vivante, cette chose qui ne l'est pas, parce que c'est la même idée que dans le mot onyx. Onyx en grec, c'est l'ongle, qui a donné ungis en latin, qui a donné ongle en français. Donc l'onyx, qui est Alors qu'est-ce que c'est que l'onyx ? C'est assez compliqué à décider, puisque pour certains, c'est juste une chose bicolore, un peu orange, un peu blanche, qui a comme la couleur de nos ongles, donc une couleur plus chère et une couleur plus blanche, car comme on le dit Épiphane, les ongles des gens bien élevés présentent deux couleurs, blanc comme le marbre et rosé à travers la surface de l'ongle. Donc ça serait l'onyx. Et quand l'onyx est présente des couleurs plus contrastées, on appelle ça sardonyx, ce que nous appelons improprement sardoine, mais en fait, il vaudrait mieux dire sardonyx. Donc je vous montre deux exemples de vases en sardoine, donc avec cette idée de l'ongle, de ces deux couleurs qui coexistent, qui permet évidemment dans la technique comme le camé, de dégager des plans très contrastés. Ici, la coupe des Ptolémées de la BNF et un magnifique vase en sardoine antique, mais brisé, qui a été remonté à Paris au milieu du XVIIe siècle par Pierre de la Barre, avec une espèce d'invention qui contourne en quelque sorte le fait qu'il ne s'agit plus que d'un fragment et qui le transforme en un autre objet qui n'a aucun précédent, puisqu'il est composé de cet objet naturel et archéologique transformé en un somptueux vase qui, évidemment, ne peut pas servir. Cette difficulté terminologique qui nous éloigne beaucoup de la science et avec lesquelles on a beaucoup de peine d'ailleurs à dialoguer avec les gens qui s'occupent des matériaux plus scientifiquement que nous, ne serait-ce que pour déterminer ce qu'ils sont réellement, est un obstacle à la connaissance objective en quelque sorte de ces objets, mais si on veut s'en servir d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière plus poétique, comme le ferait Bachelard, eh bien justement, ça peut nous dire beaucoup de choses sur les objets qui sont réalisés dans ces matériaux. Un exemple de jeu entre cette matière qui contient des formes, mais plutôt des formes figurées, que cet onyx qui permet de dégager des histoires, c'est d'en faire un vase en forme de coquillage, c'est-à-dire, au contraire, d'une forme qui existe dans la nature, qui est une forme
minérale mais d'origine animale, dont on parlera la prochaine fois, et de montrer un objet en pierre qui imite un objet comme en pierre, mais produit par un animal. Évidemment, il y a une espèce d'effet d'oxymore ou de paradoxe qui fait toute la beauté ou une partie de la beauté de cet objet. Et vous allez voir comment, d'ailleurs, on a parfaitement compris cette leçon de l'Antiquité à la Renaissance. Un autre exemple de ces matériaux avec du sens, c'est le jaspe sanguin, donc encore une calcédoine vert foncé qui a des petites inclusions d'origine diverses, rouges, qu'on appelle aussi héliotrope, c'est le nom que lui donne Pline, puisqu'il dit quand on la tourne vers le soleil, d'où héliotrope, eh bien on voit comme des traînées de sang. Donc ça serait plutôt de l'héliotrope, si l'on veut, et ça plutôt du jaspe sanguin, en sachant que les deux choses sont finalement très très proches. Et évidemment, l'existence d'un tel matériau qui est comme aspergé de petites gouttes de sang, d'où son nom, de jaspe sanguin, eh bien, a était la raison, le désir d'utiliser ce matériau qui avait comme un sens déjà en lui-même, d'avoir cette petite goutte de sang, de l'utiliser pour des objets de dévotion, en particulier des images du Christ ou liées à la passion du Christ, comme ce Christ flagellé, et donc le corps est tout triblé de petites plaies, donc qui sont ces inclusions rouges dans le jaspe sanguin, donc gemme qui vient qui est présenté dans nos salles et qui vient des collections de Louis XIV. Et on trouve beaucoup de camées du Christ ou d'un taille qui sont réalisés dans ce matériau du jaspe sanguin qui s'appelle aussi pierre des martyrs, qu'on associait immédiatement avec cette idée du sang et de ce sang répandu, de ce sang aspergé sur la pierre. Vous voyez qu'une idée similaire a conduit à utiliser ce calcaire taché de la région de Salzbourg et a inspiré à Per Moser la réalisation de ce Christ à la colonne, donc qui est comme ce Christ rempli de plaies, une idée qui est née de l'existence de ce calcaire particulier. Et donc, d'une certaine manière, c'est le matériau qui suscite l'objet, qui le fait surgir du néant ou qui le suggère à l'imagination. Et par exemple, c'est un cas qui ne rentre pas strictement dans le cas des objets d'art, mais qui est très éloquent, je trouve, c'est l'existence de ces bustes d'Africains ou de statues d'Africains au XVIIe siècle qui ne naissent que de désir d'utiliser de manière paradoxale le marbre noir étant une contradiction dans les termes, puisque le marbre, c'est blanc. Dans la sculpture, c'est toujours du marbre blanc, et la chair est représentée de manière conventionnelle par le blanc du marbre. Eh bien, là, l'existence du marbre noir permet de montrer des gens dont la chair est noire, justement. Et ça ne nous parle pas tellement de l'autre, et tant pis pour les études postcoloniales, ça nous parle du matériau, puisque si on s'était intéressé à faire des portraits d'Africains, eh bien on en aurait dans d'autres matériaux, et pas seulement en marbre noir. Donc cette sculpture nous parle, encore une fois, je crois, principalement du matériau. Cette infinie variété des pierres, qui ne se laisse même pas nommer, eh bien, quel sens on peut lui donner? C'est justement aussi cette infinie variété du monde, non seulement des choses, mais aussi des gens. Et si on choisit de montrer les 12 empereurs de Suétone, donc du fameux livre de Suétone, et les 12 premiers empereurs, en incluant Jules César, du fameux livre, le livre le plus lu de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, peut-être, eh bien, le fait d'avoir montré tout cela dans des pierres différentes, c'est nous dire que ce sont des individus aussi qui sont différents, puisque les portraits de Suétone ne sont pas seulement des portraits physiques, mais sont aussi des portraits psychologiques, d'ailleurs dans lesquels, souvent, il rapproche l'apparence physique de l'empereur avec son comportement et sa morale, ou son absence de morale plutôt, dans la plupart des cas de ceux qui sont montrés ici. Donc cette idée de l'unicité, de la variété, eh bien, la pierre en donne une image. Et on pourrait reprendre ici la formule de Marshall McLuhan à propos des médias et de dire ici, le message, eh bien, c'est le médium. Et avant de parler des empereurs, eh bien, ces pierres nous parlent d'elles-mêmes. Alors, pour
La dernière partie de cette première présentation sera consacrée non pas à cette espèce de survol comme ça un peu impressionniste des différents cas, mais à la production très particulière d'une famille de lapidaires milanais qui sont les Miseroni, qui ont travaillé entre Milan et Prague principalement, mais ont été présents aussi à Madrid et dans d'autres capitales européennes. Le premier personnage important de cette famille, c'est Gasparo, qui donc travaille à Milan, mais pour les cours de Vienne et la cour de Florence, pour les Médicis. Et par la correspondance, on sait qu'en 1557, il livre cette coupe en héliotrope pour les Médicis, dont j'ai fait exprès de vous montrer deux images qui sont toutes les deux assez moches, mais qui montrent déjà combien il est difficile de saisir la forme et le sens de ces objets. Puisque vous voyez que c'est une sorte de coupe, mais qui a une forme qui est complètement tributaire du morceau de jaspe, qui est déjà énorme, mais qui est limité, qu'a eu le lapidaire à sa disposition. Donc il n'est pas vu en perspective, il a vraiment cette espèce de forme oblongue un petit peu bizarre. Et dans cette forme contrainte, au lieu d'en dégager une forme régulière, ce que peut faire aussi même Gasparo Miseroni, il a choisi d'en faire cette espèce de feuille de coquillage qui devient une espèce de tête de poisson qui semble cracher cette chose, qui redevient d'ailleurs cette coquille. Et donc il y a une espèce de chose très curieuse, à la fois en mouvement et complètement instable, qui ne cesse pas de se transformer et qui est évidemment en complète contradiction avec le fait que cet objet est en pierre. Un autre document tout à fait étonnant lié à cette à ces achats faits par les Médicis, c'est une lettre où il parle d'un modèle en cire qui doit être réalisé en lapis lazuli. Et je trouve extraordinaire que l'idée de passer par le modèle en cire, c'est une chose qui change complètement dans la sculpture à exactement cette date-là. C'est-à-dire que la sculpture, normalement, pour les gens sérieux comme Michel-Ange, c'est un art où on enlève, c'est pas un art où on ajoute et où on modèle, et on doit se confronter à la matière du bloc. Ça, c'est vraiment la sculpture. Et c'est le bloc qui guide le sculpteur. Mais là, quand Gian Bologna décide de modeler, il dit « moi, le bloc, ça m'est absolument égal et je ferai ce que je veux ». Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs, c'est ce qui est extraordinaire dans la sculpture de Gian Bologna, c'est qu'il fait comme si de tailler dans le marbre, eh bien, c'était comme de modeler dans la cire. Et vous voyez la différence entre la victoire de Michel-Ange, où il y a cette idée du bloc et du contour du bloc qui reste tellement présent et qui était tellement important pour lui, et Gian Bologna qui n'hésite pas à jeter le bras de sa Sabine 30 cm au-dessus de la tête, même si on va perdre un demi-mètre cube de marbre juste pour faire ce geste qui était inadmissible pour Michel-Ange. Donc, au moment où, même si on a fait des modèles en cire avant pour l'orfèvrerie, par exemple, mais l'idée de concevoir dans la cire, ça veut dire que l'artiste est complètement libre par rapport à la matière. D'ailleurs, avec cette espèce de certaine désinvolture, on pourrait dire, hein, la sprezzatura, cette manière de faire que c'est lui qui va décider. Alors, on a identifié le vase dont il était question. Ce vase en lapis, c'est celui-ci, qui est au musée d'histoire naturelle à Florence, dont je vous montre toujours deux mauvaises photos, selon le même principe. Et vous voyez que c'est un objet qu'il est évidemment presque impossible, une fois qu'on le sait, de concevoir sans avoir recours à un modèle en cire, tant la forme est complexe et fuyante et n'est pas celle que dégagerait un lapidaire à son atelier. Cette idée de la transformation, du passage du minéral à l'animal et de toutes ces formes à un objet fini font qu'évidemment la présence des hybrides, même dans les montures, est extrêmement forte. Vous voyez d'ailleurs comment Gasparo joue sur la relation entre la forme comme régulière de la coupe, qui s'interrompt à la moitié. Je vous en montrerai un exemple plus éloquent encore un peu plus loin. Et cette espèce de dragon dont on ne sait pas si la coupe jaillit du dragon ou si, au contraire, il est en train de l'avaler. Donc, ces formes qui sont constamment dans ce processus de mutation. Ces jeux
de décalage que nous verrons aussi dans les matériaux issus de la mer dont nous parlerons la prochaine fois. On les voit dans des détails qui peut-être échapperaient à un regard trop rapide, par exemple dans ces vases en ce qu'on appelait la prime d'émeraude, parce qu'on croyait que c'était de là où poussaient les émeraudes. En fait, c'est ce qu'on appelle de la chromojadéite, ce qui n'explique pas grand-chose, mais enfin, c'est le nom officiel aujourd'hui pour cette pierre très dure et mouchetée très finement, d'un très beau vert. Donc, vous voyez la présence à la fois des chimères, qui appartiennent à tout ce monde de ces créatures composites et en constante transformation, mais aussi d'un camée de femmes noires. Et donc, le camée qui représente quelqu'un foncé, c'est comme le buste en marbre noir. Évidemment, un camée normal, c'est ça. C'est-à-dire un visage clair sur un fond foncé. Et les Miséronies se sont amusés à retourner la chose en montrant justement une image d'une africaine ou d'une femme noire, et le fait d'intégrer ce camée comme inversé montre qu'on est dans cette nature complexe et changeante. Voilà, juste en passant 3 vases en prime d'émeraude qui viennent sûrement des achats faits par François Ier à Milan au début du XVIe siècle. Parmi les formes inventées par Gasparo et ensuite diffusées par son atelier, il y a ces grands vases qui sont comme des bouches dilatées. Et effectivement, on utilise le mot bouche pour désigner aussi, ou embouchure, pour désigner l'ouverture d'un vase ou d'une bouteille. Eh bien, on en fait, vous voyez, un jeu visuel, puisque ce sont ces grands masques dilatés, qui est d'ailleurs un jeu qu'on adore dans l'architecture ou le décor maniériste. Je vous en montre juste 2 exemples que je trouve particulièrement amusants de ces portes, donc, qui sont aussi des ouvertures fonctionnelles, comme l'ouverture d'un vase, qui font vraiment exister la chose. C'est le vide qui crée la porte et le vide qui crée le vase, et qui sont là aussi entourés d'une bouche. Et cette mollesse de la pierre qui est mise en œuvre par le lapidaire, eh bien, elle va, cette apparente mollesse, elle va contre le fait que nous savons que la pierre est dure. Et comme l'a dit Quatremer de Quincy, il dit à propos du marbre, mais on peut l'appliquer à ces objets, non seulement la dureté de la matière dans une belle statue ne nous choque pas, mais si nous y pensons, c'est pour nous un plaisir de plus. Et loin de nous plaindre de la dureté de la pierre, nous désirons que la pierre soit la plus dure possible. Et c'est exactement ce que font les Miséronies, c'est-à-dire utiliser ces pierres extrêmement dures à laquelle ils donnent les formes les plus souples et les plus changeantes. Vous voyez cette extraordinaire coupe de nos collections, dont le couvercle, malheureusement, se trouve ailleurs que chez nous actuellement, avec cette extraordinaire image de cette Vénus marine qui semble surgir très mystérieusement de l'opalescence de cette pierre, et qui rappelle évidemment comme une espèce de coquille Saint-Jacques nacrée de cette chose orangée, n'est-ce pas? Donc j'assume la comparaison, mais je pense que de toute façon, si j'en ai eu l'idée qui peut paraître un peu outrancière, ces associations sont là même si on ne les explicite pas nécessairement. Voilà un autre exemple de ces coupes aux formes changeantes, où la coupe semble comme un animal qui est en train de se replier sous nos yeux. Et évidemment, le monstre lui-même ne tarde pas à faire son apparition, et cette pierre mouchetée semble celle de la peau du dragon qui présente toutes ces petites taches. C'est l'atelier des Saracchi à Milan qui semble spécialisé dans ces animaux, fantastiques, qui d'ailleurs sont souvent, on y reviendra une prochaine fois, vous voyez, en forme de, c'est pas un vase, c'est plutôt une lampe. Et on peut se demander d'ailleurs s'il n'avait pas une sorte d'usage pour brûler des parfums, pour fumer, pour peut-être faire quelque chose qui ajoutait encore à leur sens. Ces objets fonctionnent sur le modèle de la grotesque, c'est-à-dire de la libre association d'objets qui sont séparés, mais qui, grâce à la mutabilité des choses vivantes qui se transforment constamment, peuvent se changer l'une en l'autre. Par exemple, des feuilles qui deviennent un visage et qui deviennent un ornement. Vous voyez cette créature qui apparaît dans le feuillage ou qui se transforme dans ce feuillage.
Et c'est évidemment l'ornement le plus populaire, la grotesque, de la Renaissance et pour les siècles qui suivirent. Mais c'est, je crois, aussi la clé avec laquelle il faut lire certains de ces objets qui associent cette transformation des formes vivantes l'une dans l'autre. Ça, c'est un des vases d'Ottavio Miseroni que nous conservons au Louvre. Donc, Ottavio, c'est celui qui part à Prague et travaille pour l'empereur Rodolphe II à la fin du XVIe siècle. Et vous voyez cette coupe qu'il est très difficile de décrire. Elle a cette espèce de masque fantastique de forme un peu indéterminée. Et dès qu'on commence à tourner l'objet, eh bien, c'est tout un monde de formes insaisissables, un peu comme dans la sculpture maniériste dont on ne sait jamais de quel côté on doit la regarder vraiment. Et de profil, évidemment, il évoque un peu un murex avec, vous voyez, cette espèce de collerette et ces piquants. De face, on ne voit que cette espèce d'animal. Et d'au-dessus, eh bien, c'est cette forme, au contraire, très pure, d'où toute chose figurative semble exclue. Alors Ottavio, qui est peut-être la figure la plus passionnante de la famille, a utilisé non seulement toutes ces pierres qui venaient de l'Inde lointaine, mais aussi des pierres qui venaient de Bohême. Vous voyez ici ces agates de Kossakov qui viennent de Dresde et par là, et voilà Prague, donc qui viennent de Bohême. Donc cette idée aussi de dire que le sol presque sur lequel nous marchons contient toutes ces formes extraordinaires, c'est évidemment aussi une conscience nouvelle et très caractéristique de l'ambiance particulière de la cour de Rodolphe. Alors, j'ai choisi dans ces agates de Bohême de vous montrer ce vase très extraordinaire d'Ottavio. Donc, vous voyez cette espèce de mutation de formes étranges, complètement inspirées par cette agate qui n'est presque pas utilisable, de fait, par un vrai lapidaire, à cause de ce gros bloc presque beige de ce côté-là. Et qu'il a choisi comme de cette eau qui court, vous voyez, entre ces deux formes, en créant cette coupe qui semble être comme un dessin de deux coupes différentes qui seraient possibles, que je me suis amusé à reconstituer pour vous. Vous voyez, une coupe qui serait comme ci et une coupe qui serait comme ça, comme dans ces projets bipartis où l'orfèvre ou le dessinateur propose deux parties différentes pour le même objet. Et ce n'est pas tout à fait ce que fait Ottavio, bien sûr, puisqu'il a combiné ces deux formes ensemble, mais ces variantes parlent de l'infini pouvoir créateur de l'artiste qui peut faire des variantes autant qu'on en veut. Et dans le fond, c'est ce que fait Ottavio, mais c'est ce que fait aussi la nature qui propose toutes ces variations dans la même pierre. Et il attire aussi notre attention sur la beauté particulière de cette pierre qui aurait pu nous échapper. Alors, Ottavio se sépare en quelque sorte de tous les éléments figuratifs immédiats qu'il pouvait encore utiliser, comme ces masques, ces ressemblances à des coquillages, pour créer ces vases absolument extraordinaires qui semblent purement organiques, mais sans qu'on puisse mettre davantage de mots sur ces objets, ou peut-être des associations un petit peu plus vagues et encore une fois, à la limite, de laisser affleurer l'inconscient de cette forme qui semble un peu palpiter comme une huître dans sa coquille, vous voyez, ou de ces taches un peu mobiles du mollusque. Donc c'est à la fois le coquillage, la pierre et l'animal mou vivant qui vivait à l'intérieur. Ça va assez loin puisque cette imitation du processus de la nature va jusqu'à la création de vases qui n'ont vraiment aucune forme, même des formes presque maladroites, ce qui, chez quelqu'un de très raffiné comme Ottavio Miseroni, doit nous est extrêmement significatif, de ces formes un petit peu de patates, avec ces montures dissymétriques. Ça, c'est un vase qui est au Louvre, et peut-être un exemple encore plus spectaculaire à Vienne, où vous voyez qu'il a créé un vase qui évoquait la forme d'un coquillage qui n'existe pas, et qu'ensuite on a dû créer
une monture exprès pour ce vase, comme si la dissymétrie de la forme naturelle empêchait de lui donner une forme régulière. Donc l'orfèvre a dû, entre guillemets évidemment, créer, vous voyez, cette espèce de raccord pour faire coïncider ces deux valves, comme si on avait dû monter un coquillage. Nous avons la chance la plus belle collection des œuvres des Miseroni est évidemment à Vienne, puisque c'est pour la cour de Vienne qu'ils ont travaillé. Mais nous avons la chance de conserver un des objets les plus exceptionnels de cette production, qui est le grand bassin fait pour Rodolphe II, donc l'empereur, qui est le seul objet mentionné dans l'inventaire impérial comme étant d'Ottavio Miseroni, et qui lui a d'ailleurs valu d'être anobli et d'obtenir certains privilèges. C'est d'ailleurs la plus grande gemme, enfin le plus grand vase en jaspe conservé au monde, où vous voyez qu'il a abandonné justement toutes ces formes plus narratives pour créer cette espèce d'objet flottant, un peu non identifié, qui semble d'ailleurs véritablement être vu à travers l'eau qui court, et il accentue la sensation que nous avons de la profondeur de la pierre et de la dématérialiser en quelque sorte en faisant des ornements plats à la surface. Donc il y a tous ces ornements en très léger relief qui sont comme un filigrane, comme si on les voyait par une espèce de transparence, et que toute cette matière était encore quelque chose qui flotte à l'arrière comme des nuages ou comme de l'eau. Et la forme de ce bassin est complètement molle, on dirait comme un modèle mal cuit en terre qui se serait effondré un petit peu, qui s'est un petit peu avachi, qui est complètement dissymétrique dans toutes ses proportions, dans toutes ses dimensions, et qui est une chose évidemment absolument folle à réaliser dans un matériau aussi réticent que l'est le jaspe. Avec ces éléments de décor qui apparaissent à la surface, assez mystérieux, comme ce masque grotesque qui semble naître de la contraction de ces deux lobes qui se rencontrent et font plisser la chair de cette coupe en quelque sorte, et font apparaître comme une espèce de grimace de la pierre ce masque, ou cette très curieuse victoire sans tête, puisque donc, cet objet extraordinairement prestigieux, qui était le clou de la collection de pierres de Rodolphe, et qui a ce trophée, mais qui, la tête devient une espèce de pur ornement qui se perd dans la lèvre de cet objet. Donc comme une espèce de forme de la vie primitive qui palpite comme ça dans l'eau qui court. Ce qui est peut-être, et pour conclure, ce qui est le plus frappant peut-être dans tout ce processus, vous voyez, assez à la fois simple, parce qu'on peut se l'approprier très facilement, et très complexe dans ce qu'il implique de comprendre des objets, c'est de voir comment ce que l'imagination projette dans ces matériaux, c'est pratiquement toujours l'impermanent dans le permanent, c'est-à-dire la vie dans ce qui est immobile, le périssable dans ce qui est impérissable, ou apparemment impérissable comme la pierre. Et c'est la tension entre ce caractère fragile, fugace, transitoire de ce mouvement de l'eau, ou de cette espèce de mollusque qui va disparaître dès qu'on va le sortir de l'eau, et la pérennité de ces pierres qui ont l'air indestructibles, qui produit véritablement la tension du sens dans ces objets. Et je finirai avec cette image que l'imitation du vivant, ce n'est pas l'imitation du vivant tel qu'il est, c'est l'imitation du vivant périssable qui rend cette imitation vertigineuse et qui produit l'illusion de la vie. Et c'est moins le fait que les fruits soient réalisés en marbre qui est étonnant, c'est évidemment le fait qu'ils soient déjà commencer à se gâter comme ces fruits qui ne vont pas se garder, alors que cela existe au moins depuis 1596. Merci.